David Doucan. Bonjour et bienvenue. Alors quel est le point commun entre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, les quelques survivants du Parti Socialiste et Laurent Wauquiez? Eh bien, ils se posent tous la même question. Comment diable s'opposer efficacement à Emmanuel Macron et ce rouleau compresseur des réformes? Eh bien, parmi eux, il n'y en a qu'un qui a acquis une certitude, qui est convaincu d'avoir trouvé le bon angle. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, Emmanuel Macron, le président de la République, serait un président élitiste, déconnecté, incapable de comprendre les préoccupations de nos compatriotes les plus fragiles ou de nos territoires les plus enclavés. C'est en tout cas l'histoire que vous racontez depuis quelques semaines. On verra si les choses sont aussi tranchées. On vous interrogera aussi sur la lutte pour l'égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat. C'est ce qu'a annoncé hier le président de la République. Gérald Darmanin, ce matin, expose et détaille dans le journal du dimanche un chantier énorme, celui de la simplification. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis, précisons-le pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, avec Sébastien Lecornu, lui aussi secrétaire d'État, enfin lui qui est secrétaire d'État à l'écologie, et Thierry Solaire, ils ont décidé d'adhérer à La République En Marche. Vous commenterez aussi peut-être cette évolution de la vie politique. Pour vous interroger, pour vous poser toutes ces questions ce matin, il fallait réunir les meilleurs. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et pour la chaîne CNews, Laurence Ferrari. Comme chaque dimanche, Laurence, la première question vous revient. C'est à vous. Bonjour David. Et bonjour Monsieur Wauquiez. Bonjour Madame Ferrari. Je voudrais juste réagir sur un petit point. Je vous en prie. Dans votre présentation, vous nous expliquez que le président de la République serait un rouleau compresseur, qu'il marcherait sur les nuages et qu'il aurait tous les Français derrière lui. Pas du tout, c'était pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était un rouleau compresseur parce que les réformes s'enchaînent à un rythme assez impressionnant. C'est pour ça que je voudrais quand même rectifier une chose. Allez-y. Les Français sont beaucoup plus sceptiques que ce que vous avez présenté. Parce que les Français, eux, ils voient la fiscalité qui va tomber sur les classes moyennes. Ils voient un président dont ils ont le sentiment qu'il comprend très mal leur vie quotidienne. Par exemple, quand il explique que chez les retraités, il n'y aurait que des riches. Et au fond, ils sont de plus en plus perplexes sur un attelage politique qui consiste à rassembler tous les opportunistes, et on y viendra. Les Français de plus en plus sceptiques, vous vous fondez sur quoi? La cote de popularité des présidents remonte. Elle est remontée la semaine dernière, 4 points de plus. Pardon, elle est extrêmement basse. Elle est quasiment au niveau de François Hollande. Je ne sais pas si vous auriez fait la même présentation de François Hollande en disant qu'on a affaire à un rouleau compresseur. Non. Vous l'avez dit en revanche. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Alors, je n'ai pas de doute. Et ce que je veux reconstruire, c'est une vraie droite républicaine qui vous permette de dire qu'il y a bien un autre chemin face à Emmanuel Macron. Pas de doute, dites-vous, Laurent Wauquiez. Je vais vous interroger sur ce grand plan d'égalité entre les femmes et les hommes qui a été déclaré grande cause du quinquennat par Emmanuel Macron, pour que la France ne soit plus un pays où les femmes ont peur. Est-ce que le président a votre soutien plein, entier et sans réserve sur ce dossier des violences faites aux femmes? La cause des femmes a évidemment le soutien des Républicains plein et entier. Et le plan du président? Personne n'a le droit de rester les bras croisés. Et le plan du président traite un certain nombre d'aspects qui sont extrêmement importants dans ce drame de société. C'est un bon plan? Où se mêlent, je vais y venir, où se mêlent au fond plusieurs choses en même temps. Des pertes de repères de notre société, la violence et le traitement de la femme comme un objet. Sur cette question de la lutte contre la violence, toutes les violences faites aux femmes, il y a une vraie continuité républicaine. Et je tiens à ce qu'elle soit honorée. Nicolas Sarkozy s'était battu dessus, avec à ses côtés Nadine Morano comme ministre. François Hollande, au début de son quinquennat, lançait un grand plan global de lutte contre la violence faite aux femmes. Et le président de la République s'inscrit, et c'est bien, dans cette continuité, et il aura tout mon soutien. Sur toutes les mesures qu'il propose? Oui, mais j'aurai une exigence. Sur ce sujet-là, on le voit, le chemin est de longue haleine, puisque ça n'est pas le premier plan. Et malheureusement, les violences faites aux femmes n'ont pas reculé. Ce que je souhaite, c'est qu'on ne soit pas que dans les discours. C'est qu'on soit dans le concret. Et un des éléments concrets, c'est d'assurer la sécurité des femmes. Je pense notamment à ces femmes qui rentrent le soir, après avoir travaillé, souvent en ayant travaillé tard. Ça rappelle Ségolène Royal en 2007. Oui, et elle avait eu raison de le dire. Et vous voulez un policier derrière chaque femme? Qui parfois se retrouvent dans les transports en commun en étant inquiètes, sans avoir le sentiment d'être protégées. Ce que je veux, c'est du concret. Et le concret que j'attends, c'est qu'on assure la sécurité des femmes, notamment avec plus de forces de l'ordre dans les transports en commun. Dans ma région, si vous me permettez, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 10 ans, les atteintes sexuelles aux femmes dans les transports en commun ont été multipliées par 3. Et ce sujet-là, c'est pas une question d'éducation.
c'est très bien que dans le plan, il y ait des éléments sur l'éducation à l'école. Et il y a aussi des choses très concrètes qu'il faut faire. C'est la protection des femmes. Pardonnez-moi, Laurent Et un Wauquiez, homme, mais je justement, conclurai par là. le plan d'Emmanuel Macron prévoit que les chauffeurs de bus puissent plus facilement s'arrêter à la demande des femmes, donc plus proches de leur domicile, qu'elles n'aient pas à marcher entre l'arrêt de bus et le domicile. C'est très concret. Vous l'avez noté. Ouais. Oui, pardon, mais vous avez noté aussi que ce que je demande est très concret. Le RER, il ne s'arrêtera pas plus près du domicile. Le métro, il ne s'arrêtera pas plus près du domicile. Donc davantage de forces de l'ordre. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait davantage de forces de sécurité et que surtout tout le monde comprenne bien qu'un homme qui viole une femme, c'est pas parce qu'il est mal éduqué, c'est parce que c'est un criminel. Et pour lutter contre les criminels, il faut qu'on ait des forces de sécurité. C'est là où ce que je souhaite, c'est que dans le plan, on aille vraiment jusqu'au bout des questions qui sont posées. Aujourd'hui, la question urgente, sur laquelle on peut agir si on s'en donne les moyens, c'est assurer la sécurité des femmes. Nicolas Barré. Il faut des forces de sécurité, mais il faut aussi un droit qui s'applique convenablement. Dans le projet de loi qui est prévu pour l'année prochaine, il est prévu de pénaliser le harcèlement de rue. Vous nous direz ce que vous en pensez, d'allonger les délais de prescription pour crimes sexuels sur mineurs, et puis surtout d'instaurer un non-consentement présumé des enfants en matière sexuelle. Le président de la République a parlé de l'âge de 15 ans, justement, pour fixer cette limite. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Vous me permettrez d'abord d'aimer qu'on n'en mêle pas tout. La question du harcèlement de rue et de la violence faite aux femmes n'est pas exactement la même que celle du consentement sexuel pour les jeunes et pour les mineurs. Séparons les deux chapitres, allez-y. D'abord, pour ce qui est du reste, toutes les mesures pénales et tous les changements du dispositif de justice auront notre soutien. Et je rappelle cela, si on veut que ce soit appliqué, il faut des gens pour le défendre sur le terrain. Et donc j'insiste bien sur cette idée. Nous ne réussirons pas à limiter les violences faites aux femmes si on ne se donne pas les moyens avec les forces de sécurité. Combien d'embauches en plus faut-il pour vous ? C'est pas à moi de le juger, mais si par exemple vous m'interrogez en tant que président de région, moi dans ma région, dans les TER, j'ai multiplié par 2 cette année les forces de sécurité ferroviaire. Et je n'ai eu aucun soutien du gouvernement. Je l'ai payé entièrement en tant que président de région parce que je ne veux pas rester les bras croisés face à ce sujet. Donc doublement au minimum des effectifs. Je pense que dans tout ce qui concerne les transports en commun, quelle femme n'a pas vécu cette inquiétude en rentrant parfois le soir et en se disant mais qu'est-ce qui se passe s'il arrive quelque chose? Qui me défend? Qui est là pour me protéger? Et le sujet, c'est pas juste que le chauffeur de bus s'arrête un tout petit peu plus près ou un tout petit peu plus loin. On a affaire à des choses qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus fondamentales. On a une société dans laquelle un certain nombre d'individus sont juste des prédateurs. Voilà. Et là-dessus, il faut qu'on se protège. Rappelons juste par souci de précision que le gouvernement actuel prévoit d'augmenter les forces de police et de gendarmerie dans le courant du quinquennat. Oui, rappelons aussi, et d'ailleurs c'est très flagrant dans votre façon de le dire, que c'est totalement flou, qu'on ne sait absolument pas ce dont il s'agit et qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils ont l'intention de le mettre. D'ailleurs, la façon dont vous l'avez verbalisé montre bien que personne ne sait. Moi, je suis très clair. J'ai doublé les forces de sécurité dans tout ce qui était les TER dans ma région. Ça, c'est précis. Et je pense que cette précision-là de la part les femmes attendent cette précision et le gouvernement aura tout mon soutien dès lors qu'on ne se contente pas de discours. Parce que des discours, on en a eu. Laurence Ferrari. Et souvent sur ce sujet. Le président de la République souhaite étendre les pouvoirs du CSA pour réguler les vidéos sur Internet, notamment les vidéos pornographiques. Est-ce que c'est un élément, encore une fois, qui va permettre une évolution des rapports entre les hommes et les femmes, selon vous? Vous êtes parent? Je suis parent. Et quand vous avez des enfants qui commencent à être adolescents, on est évidemment inquiet de ça. On est inquiet au fond de cette image assez terrible donnée par la pornographie pour des jeunes pour lesquels ça va être les premières images de ce qu'est les rapports sexuels et qui projettent au fond une image du sexe comme une consommation. Donc oui, je pense qu'il est important de trouver les bons équilibres. Je ne veux pas basculer dans une société puritaine, je ne veux pas basculer dans une société dans laquelle artificiellement on cherche à faire semblant. Je veux juste que nos enfants soient protégés jusqu'au moment où ils ont suffisamment de distance critique. Ce qui nous amène aussi à la question que vous avez posée. Absolument. Donc le consentement, l'âge minimum de consentement sexuel. Qui est sur l'âge minimum de consentement sexuel. Moi, j'ai envie de dire le plus tard possible. Et ce qui me semble 15 ans me semble être la bonne approche. Je rappelle que la garde des Sceaux du gouvernement n'a pas cette approche et qu'elle plaidait plutôt pour 13 ans. Et je n'y suis pas favorable. Je considère que 15 ans est le bon âge. Ok. Parlons maintenant, Laurent Wauquiez, de ce problème-là, mais dans le cadre des partis politiques. Vous concourez pour devenir le président des Républicains. Question toute simple. Si vous êtes élu les 10 et 17 décembre prochains, avez-vous prévu de mettre en place au sein de votre parti politique une cellule
une structure pour recueillir la parole de femmes qui se sentiraient victimes, la recueillir, la traiter, éventuellement même prendre des sanctions? Ce que je souhaite plus fondamentalement, c'est que à l'intérieur du Parti des Républicains, on se dote d'un code éthique. Parce que je pense qu'un des problèmes de notre vie politique, c'est qu'elle donne le sentiment d'avoir perdu son code éthique. Mais il n'y a pas d'éthique chez les Républicains déjà? C'est pas ce que je veux dire, je pense juste que c'est utile, et c'est toujours utile, de la même manière sans doute que j'ai vu aussi que dans la presse et chez les journalistes, il n'était peut-être pas inutile que vous vous dotiez aussi d'une réflexion sur ces questions. Bien sûr. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'on a des sujets sur lesquels il faut qu'on réagisse et qu'on réfléchisse. Donc un code d'éthique dans lequel serait rappelé la bonne conduite en matière de relations hommes-femmes, oui, et c'est tout. Mais plus globalement, pour moi, une réflexion sur, au fond, quand on est un élu, qu'on met sa tête sur une affiche, ça a des conséquences. Et les conséquences, c'est qu'il faut s'appliquer à soi-même ce qu'on demande aux autres. Mais la question se pose parce que les autres partis vont un peu plus loin. Hier, Jean-Luc Mélenchon a annoncé la création d'une cellule. Vous m'avez pas laissé aller jusqu'au bout. Allez-y. Par ailleurs, la caractéristique de notre parti, c'est qu'on a des élus. Des élus qui agissent sur le terrain, qui sont des maires, qui sont des présidents de région, qui sont des présidents de département. Ce que je veux faire dans la foulée de mon élection, c'est qu'on réfléchisse avec eux. Parce que eux, leurs caractéristiques sont des élus du quotidien, qui ont les mains dans le cambouis, qui voient ce que c'est concrètement que de lutter dans une ville contre le harcèlement sexuel, contre les violences faites aux femmes. Et je veux aussi qu'on puisse ouvrir cette question. Et puis il y a enfin un dernier sujet sur lequel je ne veux pas qu'on passe. C'est la violence faite aux femmes qui est celle de l'intégrisme. Qui est celle qui, dans un certain nombre de quartiers, ne permet plus à des femmes de pouvoir choisir de s'habiller comme elles le souhaitent. Qui est au fond cette violence dont on ne parle pas aujourd'hui. Qui est l'agression qui est faite par un intégrisme islamique, qui n'a rien à voir avec l'islam, et qui va dans une démarche d'oppression des femmes extrêmement violente. Je vais vous dire pourquoi j'ai réagi là-dessus. Je suis très frappé de voir Tariq Ramadan. Tariq Ramadan a eu des propos qui étaient extrêmement violents par rapport aux femmes. Souvenez-vous à l'époque où il semblait quasiment justifier la lapidation. Et à l'époque, il n'a pas été mis hors d'état de nuire du débat public. Et il a fallu attendre qu'on découvre que c'était sans doute un prédateur sexuel et qu'il faisait des violences aux femmes pour qu'on réagisse. Je demande que dans notre éventail sur la protection des femmes, tous les sujets soient abordés. Ceux de l'oppression, de l'intégrisme islamique, quand une femme voudrait pouvoir faire un autre choix, ceux de la violence quotidienne, du harcèlement, des gestes déplacés, et puis la protection contre les prédateurs. N'en restons pas uniquement à un seul aspect, c'est bien une cause d'ensemble, et qui a aussi cet intérêt d'amener la République à se réveiller. On continue sur ce sujet. Nicolas Barré, allez-y. Un autre aspect, est-ce qu'il faut féminiser, à votre avis, la langue française? L'Académie française a dit qu'elle étudiait la féminisation de certains mots, notamment de profession. D'autres disent qu'il faut aller encore plus loin avec l'écriture inclusive. Vous, le normalien, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et surtout, le Premier ministre a dit qu'il voulait bannir l'écriture inclusive de tous les documents officiels. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne? Pardon de le dire, mais il y a des sujets suffisamment sérieux pour s'occuper de l'égalité entre l'homme et la femme, pour éviter de tomber dans ce genre de faribole. Je rappelle juste quelque chose. Au collège, on a un enfant sur 5 qui a du mal à lire, écrire et compter. Donc sincèrement, moi, ça c'est ma priorité. L'écriture inclusive, ça m'intéresse beaucoup moins. Bien, on vous a entendu sur ce sujet essentiel qui est celui de... Même un non-normalien peut répondre à cette question, monsieur Nicolas Barré. Que les choses soient très claires là-dessus. Passons à autre chose, un sujet peut-être un peu plus politique. La semaine dernière, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont effectué un mini-remaniement. On ne va pas y passer trop de temps parce que ce n'était pas non plus un événement politique majeur. Mais enfin, que pensez-vous tout de même du fait que Christophe Castaner cumule le poste de secrétaire d'État aux relations avec le Parlement avec celui de délégué général d'En Marche? Non, mais il y a aujourd'hui un vrai problème sur le fonctionnement de la République. Que le ministre des Relations avec le Parlement, c'est-à-dire celui qui est supposé être objectif, au-dessus des partis, respecter chaque groupe, quelles que soient ses sensibilités, soit maintenant le président du parti majoritaire, qui a d'ailleurs une approche extrêmement machiavélique du débat politique, puisque tout le monde a bien compris que leur objectif, c'était que dans la démocratie française, il n'y ait que le marigot central autour d'En Marche et les extrêmes. Et que ce président de ce parti soit en même temps ministre des Relations avec le Parlement est extrêmement choquant. Et d'ailleurs, les Français ont réagi très fortement, en disant, mais enfin, quand même étrange que ce parti qui prétendait renouveler la vie politique renoue avec des pratiques ancestrales et qui plus est,
sur le poste clé qui est les relations avec le Parlement. Oui, vous insistez là-dessus, parce que est-ce que vous m'autorisez, Laurent Wauquiez, à rappeler que Jacques Chirac était Premier ministre en 86 et patron du RPR, Alain Juppé... Mais vous l'avez... Mais monsieur Doucan, c'est honnêtement... Alain Juppé, 84-97... Venez avec moi. Alors allez-y. Parce que vous m'apportez tous les arguments, vous êtes un porte-parole extraordinaire de ce qu'est la position des Républicains. Quelle est la différence? Jacques Chirac, Alain Juppé... Non mais on parle de En Marche. On parle d'un parti qui nous a expliqué qu'avec eux tout allait changer. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, président de l'UMP. Vous évoquez des pratiques qui datent d'il y a 10 ans. Enfin, on n'avait pas compris. Moi, je croyais qu'ils étaient là pour renouveler la vie politique. Ah, pardon. En fait, ils sont là pour renouer avec tout ce qui est aujourd'hui, ce que les Français veulent voir changer. Ou s'inspirer de votre famille, Laurent Wauquiez. Eh ben non. Moi, je leur dis, ma famille, elle va changer. Je vous laisse les bonnes vieilles pratiques. Mais je voudrais rajouter quelque chose qui est plus important. Allez. On a donc le président d'En Marche qui est à la fois ministre des Relations avec le Parlement, et si j'ai bien compris, on y viendra, Thierry Solaire qui vient d'adhérer en Marche. Voilà, c'était la question. Ce qui signifie donc que les 3 questeurs de l'Assemblée nationale, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République française, appartiennent au même parti. Ça n'est pas acceptable. Je le dis clairement, il faut qu'il y ait plus de diversité dans la parole républicaine. Et enfin, puisque vous m'interrogez sur le remaniement, il y a un personnage qui est intéressant dans ce remaniement. C'est ce député socialiste, Olivier Dussopt, qui était un soutien de Benoît Hamon. Pas de Manuel Valls, c'est-à-dire il était à la gauche de la gauche. Qui, il y a encore quelques jours, a voté contre le projet de budget. Et qui maintenant, à Bercy, va être chargé d'appliquer le budget qu'il n'a pas voté. Je vais vous dire, ce qui est à mon avis le sentiment des Français, c'est qu'ils voient qu'il y a ce marigot central, autour d'Emmanuel Macron, qui est l'assemblage de tous les opportunistes qui sont venus faire cuire leur petite soupe. Et dans lequel il vaut mieux avoir les adducteurs souples. Parce que vous trouvez à la fois Olivier Dussopt, qui était le soutien de Benoît Hamon, et vous trouvez Gérald Darmanin, qui appartenait à la droite populaire, c'est-à-dire qui était à la droite des Républicains. Eh bien, j'ai tendance à penser que ça ressemble de plus en plus à un ramassis d'opportunistes assez éloignés, pour être très sincère, de ce qu'est ma conception de la politique. Merci, Laurent Wauquiez est notre invité ce matin du Grand Rendez-vous. Première pause, quelques instants et on se retrouve tout de suite. Le Grand Rendez-vous européen avec les Échos. Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes et candidat à la présidence des Républicains, est notre invité ce matin pour vous interroger. Nicolas Barré des Échos et Laurence Ferrari, CNews. La droite constructive est aujourd'hui éclatée façon puzzle, monsieur Wauquiez. On a d'abord Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et Thierry Solaire qui adhèrent en Marche. On a un nouveau parti de droite qui s'appelle Agir qui vient d'être créé. Puis on a ceux qui sont restés du côté de l'UDI. Sur les 3 dont je viens de citer le nom, monsieur Darmanin, Lecornu et Thierry Solaire, ils adhèrent en Marche avec des amabilités pour vous du genre Laurent Wauquiez, c'est pas Jésus-Christ, la vie politique ne s'organise pas autour de son élection. Ou alors, le moment venu, Laurent Wauquiez se retrouvera sur la même ligne idéologique que la famille Le Pen. Ça, c'est Thierry Solaire. Qu'est-ce que vous leur dites? Bravo d'avoir clarifié les choses, d'être allé en marche? Vous savez, il y a une phrase de François Mitterrand que j'aime bien. Sur le chemin de la trahison, il n'y a que le fleuve de la honte à traverser. Eh bien, ils ont fini par traverser ce fleuve. On comprend bien aujourd'hui qu'en réalité, toute leur démarche n'était dictée que par des petits calculs. Et au fond, pourquoi est-ce qu'ils partent en marche? Ils partent en marche parce qu'ils ont échoué. Ils partent en marche parce que plus personne ne veut d'eux et qu'ils n'ont pas réussi à torpiller la droite. Moi, j'avance. Je laisse les esprits chagrins dans le rétroviseur. Et ce que je veux, c'est qu'on reconstruise et qu'on fasse renaître l'espoir d'une droite républicaine. La deuxième chose qui est frappante et que vous avez relevée, en citant les tontons flingueurs, on ne devrait jamais quitter Montauban, on a de plus en plus de mal à les suivre. Et ça ressemble de plus en plus aux petites combines de la 4e République avec une succession de micro-chapelles. Aujourd'hui, les diviseurs se divisent. Moi, la leçon que j'en tire, c'est qu'il y a très clairement 2 chemins, et il n'y en a pas 3. Et au fond, le point d'arrivée de la démarche de Thierry Solaire, de Lecornu, de Darmanin le montre. Soit on va dans le marigot central, le petit marais autour d'Emmanuel Macron. Soit on construit autre chose. Et c'est ce que nous souhaitons faire. Une droite républicaine avec des gens qui sont unis par des convictions et des valeurs. Qui ne sont pas là parce qu'on a mis un bol de soupe sur la table. Qui ne sont pas là parce qu'on les a achetés à coups de poste. Mais qui sont convaincus qu'il y a une autre vision de la France. Qui sont ici à mes côtés.
qui sont Virginie Calmels, qui sont Nadine Morano, qui sont Daniel Fasquelle, qui sont Éric Ciotti, Valérie Boyer, Geoffroy Didier, tous ceux qui sont là, Philippe Juvin. Est-ce que vous pensez qu'Alain Juppé va rester dans le giron des Républicains? Vous craignez qu'il rejoigne En Marche? Enfin, en tout cas, la politique d'Emmanuel Macron? Évidemment, il ne rejoindra jamais le parti En Marche. J'ai eu un long échange avec Alain Juppé ce lundi. C'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde estime. Et on a eu cet échange au fond, dans lequel j'ai dit à Alain, mais si jamais il n'y a plus qu'un espèce de marais central, et qu'Emmanuel Macron échoue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français n'auraient plus que le choix entre Mélenchon d'un côté et Marine Le Pen de l'autre? Moi, je ne veux pas de ça. Et Alain Juppé ne veut pas de ça non plus. Il a bien conscience qu'il faut à l'intérieur du champ de la République qu'il y ait une alternative républicaine. Ma parole est très claire, je ne ferai jamais d'alliance avec Marine Le Pen. Ma conception de la France n'est pas la même qu'elle. Elle a montré son visage, qui était le visage de l'agressivité et de l'incompétence, lors du débat du second tour. Mais par contre, je veux reconstruire la droite. Allez. Et je veux qu'elle s'adresse à ceux qu'on a déçus, qui ont voté pour le Front National, qui ne sont pas des fascistes et des extrémistes. Je veux qu'elle s'adresse à ces classes moyennes, qui ont voté pour Emmanuel Macron, et qui, fin janvier, vont découvrir leur feuille d'impôt. Et s'apercevoir qu'une fois encore, c'est eux qui vont payer les additions de la gabegie budgétaire. Je crois qu'il y a un grand espace. Et au fond, je suis très serein, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une vraie clarification. Nous, on avance. Eux rejoignent le marais central. Laurent Wauquiez, les classes moyennes vont payer l'addition de la gabegie budgétaire. C'est conforme à la réalité, Nicolas Barré? Je voulais vous interroger sur Je note qu'il ne répond pas à votre question, M. Barré. Moi, je réponds beaucoup plus clairement. Quoi? Non, moi, ça m'intéresse d'avoir l'analyse de Nicolas Barré. Parlons-en avec précision. Parlons-en avec précision. Il y a un certain nombre de notes du Trésor qui ont montré que la politique fiscale qui allait être suivie sur le quinquennat allait se traduire par des gains de pouvoir d'achat qui varient selon le revenu, mais des gains de pouvoir d'achat. Bon. Monsieur Barré, pardon, mais si jamais moi je vous faisais cette réponse, vous me diriez non mais monsieur Wauquiez, arrêtez la soupe d'eau tiède. Je peux vous montrer cette note du Trésor. Monsieur Barré, on va parler de la note du Trésor? Oui. On va aussi parler de la note de l'OFCE. Oui, ces deux notes, et vous aurez l'honnêteté de me le reconnaître. Ces deux notes ne disent pas la même chose, je le reconnais tout à fait. Celle de l'OFCE avait été faite avant et n'intégrait pas un certain nombre de choses qui ont été décidées plus tard. On ne va pas inverser les rôles non plus. Moi, j'ai juste constaté que M. Doucan qui interpelle M. Barré. Parce que c'est une déclaration rapide que de dire les classes moyennes vont payer l'addition. Ce n'est pas exactement la réalité du budget 2018. C'est très clairement la réalité. Pas exactement ça, et si M. Barré, on peut ensemble explorer le sujet. Vous me reconnaîtrez que dans la note du Trésor, il montre clairement, à condition qu'on incorpore y compris les choix sur la politique familiale, les choix de fiscalité sur l'épargne, que ceux qui vont payer l'addition sont les classes moyennes, et notamment les classes moyennes supérieures et les familles modestes. Détaillons ensemble la politique fiscale, si vous me le permettez. Ces temps-ci, on parle beaucoup de la taxe d'habitation. 3 milliards d'euros. Le montant de la CSG, M. Barré, l'augmentation de la CSG, c'est combien? Allez-y. 22,5 milliards d'euros. Heureusement que moi je suis venu avec mes chiffres. 22,5 milliards d'euros. Et donc, on parle des 3 milliards d'euros sur la taxe d'habitation, et on passe à côté de la CSG qui est à 22,5 milliards d'euros. Si j'additionne, que je laisse de côté les mesures sur l'ISF, et que je me concentre sur les mesures fiscales prises pour 99% des Français, pour eux c'est des augmentations. Quand je regarde le poids de la CSG, et que je mets en face la taxe d'habitation et les baisses de charges sociales, et que je rajoute les changements sur la politique familiale et sur les prestations sociales, les classes moyennes vont payer l'addition. Et je crois que ça, c'est très important, et malheureusement, elles pourront le constater dès fin janvier en regardant leur feuille de salaire. Bon, allez, on avance. Et en s'apercevant... Pour ceux qui nous écoutent, c'est un point important. Il y a un président qui a vendu beaucoup de fausses promesses. Le point d'arrivée, ce sera fin janvier, quand chacun pourra constater sur sa feuille de salaire le choc massif de l'augmentation de la CSG. Encore une fois, j'insiste, la taxe d'habitation, c'est 3 milliards d'euros. L'augmentation de la CSG, c'est 22,5 milliards d'euros. S'il y a besoin d'une parole des Républicains, c'est pour défendre les classes moyennes dans ce pays. Nicolas Barré. Juste pour préciser, si on fait le total de toutes ces mesures fiscales, ce que dit effectivement le Trésor, c'est que vous avez une baisse de pouvoir d'achat si on retire l'effet de l'ISF, une baisse de pouvoir d'achat pour le 9e décile. Voilà. Mais sinon, pour les autres catégories de la population, il y a une hausse
du pouvoir d'achat sur le quinquennat. C'est ce que dit le Trésor, on peut contester les chiffres. Juste qu'on soit bien précis, qu'on aille jusqu'au bout. Est-ce que la note du Trésor incorpore la politique familiale ? Est-ce que la note du Trésor incorpore l'augmentation ? Non. Est-ce qu'elle incorpore l'augmentation du prix de l'essence ? Non. Est-ce qu'elle incorpore... Le prix de l'essence, non, en effet. Est-ce qu'elle incorpore le poids de l'évolution de la fiscalité sur l'assurance vie et le PEL ? Non. Sauf que pour les Français, c'est pas tronçonné comme ça. Eux, c'est un seul budget. Et ce qu'ils vont constater à la fin du mois, fin janvier, c'est qu'ils payeront plus et qu'ils recevront moins. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait une parole de la droite. Parlons maintenant d'un projet qui sera présenté demain en Conseil des ministres. C'est la simplification administrative. On en a les détails ce matin dans le JDD avec une interview de Gérald Darmanin. Alors, droit à l'erreur, c'est une révolution philosophique de l'administration française. Moins de sanctions de la part de l'inspection du travail, intérêt de retard divisé par 2. Tout cela va-t-il dans le bon sens, Laurent Wauquiez ? Ou pas ? Vous savez, ça fait combien ? Depuis que j'ai maintenant peut-être une quinzaine d'années que je fais de la politique. Des lois de simplification, croyez-moi, j'en ai vu passer. J'ai même tendance à me méfier quand on sort une loi de simplification, parce qu'à l'arrivée, en France, ça aboutit plutôt à compliquer les choses. François Hollande, qui avait d'ailleurs à l'époque dans son bureau juste à côté de lui Emmanuel Macron, qui était son conseiller, a fait une grande loi de simplification, dont il n'est rien sorti. Et donc, vous me pardonnerez de le dire simplement, moi, en matière de loi de simplification, j'attends de voir. Vous attendez de voir. Et ceux auxquels je demanderai... Vous jugerez sur pièce. Et ceux auxquels je demanderai, c'est qu'ensuite, parce que moi, je suis énormément sur le terrain, j'étais avant-hier à Montauban, dans une entreprise qui récolte des pommes, qui a été créée par une famille absolument admirable, qui a réussi à monter une entreprise qui est une PME extraordinaire. Ils me racontaient le harcèlement administratif quotidien qu'ils ont. Les contrôles sur chacune des pommes, les tests, la présence de l'inspection du travail, les difficultés à embaucher des jeunes. Parce que par exemple, avec les normes européennes, les jeunes ne peuvent plus monter sur des escabeaux pour récolter les pommes. Toutes ces questions, j'attends et j'attendrai de voir sur pièce si ceux qui entreprennent, ceux qui créent de l'emploi sur le terrain ont vraiment le sentiment que ça a changé. Si ça a changé, j'apporterai tout mon soutien. Et si ça ne change pas, je ne manquerai pas de le dire. Vous le direz, on s'en doute. Avant de marquer une deuxième pause, Laurence Ferrari vous interroge sur votre style, finalement, le style que vous employez pour vous opposer. Vous adorez en tout cas multiplier les punchlines contre Emmanuel Macron. Il souffre d'un désert de l'âme. Français, hein, il est animé par une haine de la province, ou encore c'est Dark Vador, là vous ne défendez pas vraiment le français. Que répondez-vous à ceux qui dénoncent votre brutalité verbale ? Dark Vador, c'est pas un anglicisme total, hein, c'est un nom de personnage. Pardon, excusez-moi Madame Ferrari, j'ai été dissipé. Allez-y. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que voilà, il y a une vraie brutalité verbale dans vos discours ? Est-ce que c'est nécessaire ? Je pense qu'il y a beaucoup de brutalité dans le comportement de ce président. J'évoquais au début de votre émission la façon dont il parle des retraités. Quand il explique au fond qu'il n'y a pas de pauvres chez les retraités. Qu'il va jusqu'à dire que quand on a 1 300 € en France de retraite, on est aisé. Je crois qu'il ne sait pas ce que c'est que le prix d'une maison de retraite à 2 000, 2 500 €. Et l'inquiétude avec laquelle certains de nos aînés sont rongés en se disant « Comment je payerai ma maison de retraite ?» Quand il oppose avec une telle violence et qu'il dit en France, il y a soit ceux qui ont réussi, soit ceux qui ne sont rien. Mais c'est qui pour lui ceux qui ne sont rien? C'est les ouvriers? C'est les classes moyennes? C'est les fonctionnaires? C'est les cadres? C'est ça qu'il appelle les gens, les Français qui ne sont rien? Et puis enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de mépris de sa part pour les territoires. Et il l'a d'ailleurs montré avec les maires. Avec, au fond, cette très grande difficulté de compréhension entre lui et les maires. Et le sentiment, ce n'était pas les élus qui faisaient entendre leurs paroles. C'est juste le sentiment qu'on a un président très parisien, très coupé de la vie quotidienne des Français. Oui, je le maintiens. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai réagi au début de votre émission. Parfois, quand je lis certains commentaires, on a vraiment l'impression que tout va bien. Je constate que les Français sont beaucoup plus sceptiques. Et je pense que oui, en France, tout le monde n'est pas obligé d'avoir le doigt sur la couture. Et il y a une parole encore d'opposition. La mienne est vivante. Je ne suis pas en déprime, imagée. Contrairement à... Elle est imagée, comme celle du président. Je ne suis pas en déprime, contrairement à Mélenchon. Moi, j'ai de l'énergie, j'ai de l'envie. Et surtout, je veux rebâtir. Qu'est-ce qui vous fait dire que Jean-Luc Mélenchon est en dépression ? J'ai constaté lui-même qu'il était obligé de dire qu'il n'était pas en déprime hier. En général, quand un politique est obligé de dire qu'il n'est pas en déprime, c'est qu'il n'a pas totalement le moral. Et pourtant, c'est lui qui est considéré comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Oui, en recul progressif. Et vous constaterez aussi que dans ce sondage, de plus en plus, la voix des Républicains se fait entendre. Elle était en lambeaux encore il y a 6 mois.
parce qu'on a perdu, parce qu'on a déçu. Je sais très bien l'ampleur du chemin que je dois parcourir. Il sera long, il sera difficile, mais je suis convaincu que les classes moyennes ont besoin de nous, que sur les sujets qui sont ceux de l'intégrisme islamique, de la lutte contre le terrorisme, il y a besoin d'une parole forte qui est la nôtre. Justement, on va les aborder ces sujets juste après une deuxième pause. Laurent Wauquiez, candidat à la présidence de LR, est notre invité ce matin pour le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews. Laurent Wauquiez, candidat à la présidence de LR pour vous interroger, Nicolas Barré des Échos et Laurence Ferrari pour CNews. Est-ce qu'il y a, comme l'a dit Manuel Valls à El País, un problème en France avec l'islam et les musulmans? Est-ce que vous partagez cet avis? Il y a un problème avec l'intégrisme islamique. Donc pas avec l'islam. Et c'est un problème pour les musulmans modérés, qui doivent s'impliquer et se battre. Parce qu'on voit très bien qu'il y a une composante intégriste lourde, qui n'est pas une toute petite minorité, qui cherche au fond à prendre le pas sur l'islam. C'est un sujet que je connais un peu, je parle un peu arabe, j'ai vécu dans le monde arabe, et mes études d'histoire portaient notamment sur le monde musulman. L'histoire de l'islam est traversée, dans toute son histoire, par cet affrontement entre la partie modérée et la partie intégriste. Mais est-ce qu'en France, il y a un problème du culte musulman? Est-ce qu'il doit s'organiser différemment? Ce que d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas compris. Quand en Arabie Saoudite, il fait un grand éloge de l'islam sans être lucide sur la composante intégriste. Luc Ferry l'a très bien dénoncé, en expliquant à quel point il commettait une erreur historique. En France, quel est notre problème? Notre problème, c'est qu'on voit très bien que cette composante intégriste cherche systématiquement à tester la République. Et que la République, depuis beaucoup trop d'années, recule et laisse sans cesse plus de place au communautarisme. Elle n'a pas reculé à Clichy. Dans l'éducation nationale. Le témoignage poignant de ce proviseur de Marseille, qui explique qu'il n'arrive plus à enseigner l'égalité homme-femme, qui explique que quand il a eu un enfant juif, dont la famille est venue le voir pour être scolarisé dans ce collège, il a été obligé de leur dire « je ne peux pas prendre votre enfant juif parce que je ne pourrais pas assurer sa sécurité ». Quand dans les hôpitaux, on est aujourd'hui parfois obligé dans les services d'urgence, alors qu'on a si peu de médecins, de prévoir un médecin homme et un médecin femme, parce qu'on va avoir affaire à une revendication religieuse. Aujourd'hui, que ce soit les prières de rue, qui ne sont malheureusement pas limitées à Clichy, le sujet de la burqa, du burkini, au fond, c'est une démarche très stratégisée, consistant à tester la République. Et moi, ce qui me gêne, c'est que la République donne le sentiment, au fond, d'une certaine lâcheté et de ne pas avoir suffisamment de fermeté. Et comment réagirait-elle avec vous, alors, Laurent Wauquiez, par rapport au sujet que vous évoquez? Pour moi, c'est très simple. Je pense qu'il y a un grand contrat républicain qu'il faut proposer et offrir aux musulmans de France. Qui consiste à leur dire, nous allons lutter ensemble contre les discriminations dans l'accès à l'école et à l'enseignement supérieur. Encore faudrait-il avoir des interlocuteurs. L'islam de France n'est pas organisé. Pardon. Êtes-vous favorable, par exemple, à la mise en place d'un concordat? Pardonnez-moi, mais je n'aime pas l'assimilation et le glissement là que vous faites. Non, c'est pour représenter. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Pour représenter une communauté qui peut être originaire du sud de la Méditerranée, on ne passe pas uniquement par l'islam. C'est précisément là où vous montrez à quel point la laïcité républicaine aurait démissionné. C'est pas à l'islam de gérer la communauté qui est originaire de l'immigration. C'est pas aux imams de gérer la communauté originaire de l'immigration. C'est aux élus d'en assumer la responsabilité. C'est au gouvernement de faire son travail. Et au fond, pour moi, ce contrat, il consiste à leur dire, nous allons faire en sorte que si vous vous donnez du mal, si vous vous retroussez les manches, vous ayez accès à la même égalité des chances, à la même possibilité de réussir, aux mêmes emplois, sans discrimination. Mais la contrepartie, dans une posture de dialogue, pardon, vous dites, non, mais à vous adressez à qui? Écoutez-moi. Mais précisément, si vous voulez savoir à qui je m'adresse. Dans un dialogue, c'est important de savoir à qui on s'adresse. Alors à qui Mais à toute cette jeunesse originaire de l'immigration, qui aujourd'hui a le sentiment qu'on les livre à la pression des intégristes, qu'on ne leur offre pas d'avenir et d'espoir. L'avenir et l'espoir que je veux leur dire, c'est en France, vous pouvez réussir, si vous travaillez, si vous étudiez. Mais ce qu'on vous demande, et que ce soit clair, en France, ça n'est pas l'intégrisme islamique qui règne. Notre pays a un contrat républicain, et le creuset républicain était d'une clarté totale. C'est à l'étranger de s'adapter à la France. L'immense majorité de ces jeunes le respectent, ce contrat républicain. L'immense majorité de ces jeunes le respectent. C'est bien ce que je dis, Madame Ferrari. Font l'école de la République, tentent d'obtenir des jobs. Et c'est pour ça que je dis que quand on parle des violences faites aux femmes, je veux aussi qu'on parle de cette première violence, où des femmes qui voudraient juste pouvoir réussir, s'habiller comme elles le veulent, dans certains quartiers ne peuvent plus le faire, parce que sinon elles sont traitées de prostituées
si elle ne porte pas le voile. Et là, elle est où la République? Oui, on a invoqué deux ateliers organisés par un syndicat, le syndicat Sud Éducation, sur le thème de l'antiracisme à l'école, ont suscité beaucoup d'indignation. C'était des ateliers sur la non-mixité raciale. Est-ce que ça signifie qu'il y a une forme de racisme anti-blanc dans ce pays? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que notre pays a sombré dans une espèce de culture de la repentance, dans lequel, au fond, au lieu de transmettre la fierté de notre pays, on a cru qu'il fallait déconstruire la France pour accommoder la diversité. Et au lieu de transmettre la fierté de notre histoire, on va parler de l'esclavagisme, on va parler des croisades, on va parler de la colonisation. À l'image de ce qu'a fait le président de la République. Quand, pendant la campagne électorale, il est allé en Algérie, en expliquant que la France n'aurait commis que des crimes contre l'humanité en Algérie, oubliant aussi ce qui avait été la tâche de développement de la France en Algérie, et oubliant d'ailleurs aussi les crimes et la barbarie qui ont été aussi commises de l'autre côté par les forces de libération algériennes, qui elles ont aussi commis beaucoup de barbarie et de violence. Je n'aime pas ça. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin du réarmement républicain. Moi, je crois au modèle qui est le modèle du creuset républicain. Je ne crois pas au communautarisme. Quand j'entends le président de la République dire qu'il n'y a pas de culture française, ça me choque. Quand je l'entends à Marseille faire une ode aux différentes communautés, ça me choque. Parce que moi, la France à laquelle je crois, c'est celle dans laquelle on apprend à nos enfants à dire nous avec la nation française. Ça, c'est l'intégration à laquelle je crois. Une question toute simple, Laurent Wauquiez. Allez-vous, en ce mois de décembre qui arrive, installer une crèche dans le hall de la région Auvergne-Rhône-Alpes? D'abord, je voudrais être bien clair. L'ennemi de la laïcité, c'est la prière de rue. L'ennemi de la laïcité, c'est le communautarisme islamique. D'accord. Ce qui menace la laïcité, c'est pas les crèches. Ce qui menace la laïcité aujourd'hui en France, c'est pas une croix sur une statue de Jean-Paul II. Je ne mets pas au même niveau tout ça, parce que précisément ça participe de cette idéologie de la déconstruction où la République se trompe d'ennemi. Alors, s'agissant de la crèche dans ma région, moi je respecte la loi. Il y a eu une décision de justice, mais j'ai fait appel. En octobre dernier, mais j'ai fait appel. Rappelons-le pour que nos auditeurs comprennent. Oui. En octobre dernier, la justice a dit que la crèche que vous aviez installée en décembre 2016 était en fait interdite, illégale. Et parfois, vous me permettez d'être un peu surpris que la justice arrive à décider si vite sur une croix sur la statue de Jean-Paul II, si vite sur une crèche dans le hall de la région, et par contre si lentement sur les prières de rue, si lentement sur la question des discriminations communautaristes dans les hôpitaux, si lentement sur les reculs ordinaires de l'éducation nationale. Vous me connaissez, je n'ai pas l'habitude de renoncer, et donc soyez patient, et vous verrez ce que sera ma réponse. Y aura-t-il une crèche dans le hall de la région? Je vous ai dit, soyez patient, chaque chose en son temps. Pourquoi ne pas le dire? Noël, c'est bientôt. Tout simplement parce que j'attends la clarification de la décision de justice, j'ai fait appel, et ça me permettra sur cette base-là de pouvoir agir. Noël, c'est dans un mois. Allez-y. Dans 15 jours. C'est pour ça que vous avez encore le temps d'être patient, monsieur Doucan. Ne soyez pas impétueux comme ça. Non, il ne s'agit pas d'impétuosité, mais simplement de souci de précision. Dans 15 jours pile, les militants LR vont élire leur président. Vous êtes opposé dans cette course à la présidence à Maëlle de Calan et Florence Portelli. Madame Ferrari, je ne suis opposé à personne. Bon, vous êtes... voilà, non, comme vous voulez. Ce point-là est très important pour moi. Je n'ai pas d'adversaire. Est-ce que vous pensez être élu dès le premier tour? Est-ce que vous espérez être élu dès le premier tour? Vous savez, je suis candidat à la présidence de ma famille politique. Je ne suis pas candidat à un score. Mon obsession, c'est pas de faire un score. Mon obsession, c'est de reconstruire un parti qui a subi successivement 2 élections présidentielles qu'il a perdues, qui a déçu les Français. Et aujourd'hui, j'ai besoin de faire ranimer cette flamme, d'arriver à leur redonner un espoir. Ça, c'est ma mission. Et je pense que c'est une mission éminemment républicaine. Parce que, et au fond, votre émission l'a montré, il n'y a pas qu'un chemin en France. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Et il y a bien des Français qui attendent qu'en face, il y ait une parole qui se lève, qui ait le courage de dire les choses, et de dire tout haut ce que parfois beaucoup de Français sont condamnés à penser tout bas. Eh bien, c'est sans doute la mission de la droite républicaine. Et croyez-moi là-dessus, j'avance avec beaucoup de sérénité, mais beaucoup de détermination. Le message est passé. Non, le message est passé. Laurent Wauquiez, vous étiez notre invité ce matin, l'invité du Grand Rendez-vous. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Laurence Ferrari, merci Nicolas Barré. Et merci surtout à tous ceux d'entre vous qui nous êtes fidèles chaque dimanche. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Merci David Doucan. On vous retrouvera à partir de 10h sur Europe 1. Dans un instant, les informations de 11h.